Alors, le présent podcast porte sur le contrat de bail et va essayer de vous donner une introduction générale qui concerne le contrat de bail qui vous permettra ensuite d'aborder les questions plus spécifiques que nous aborderons par la suite. Alors, ce podcast va être divisé en deux parties, puisque sinon cela serait trop long pour un seul podcast. Et je vous rappelle également que ceci n'est pas à considérer comme un cours exhaustif sur la matière, qu'il y aura donc lieu de compléter ce podcast. C'est vraiment pour vous donner le cadre général. Mais il faudra évidemment compléter par alors les podcasts spécifiques, par le support écrit, par les travaux que nous ferons, les séances de questions-réponses et autres. Ceci, c'est simplement pour vous donner une introduction. Alors, quand on parle du contrat de bail, on va de nouveau suivre une structure qui est relativement classique pour chaque contrat, puisqu'on va d'abord aborder la définition, les éléments essentiels et les caractéristiques. Ensuite, on va évoquer la formation, la preuve, l'interprétation. Sur l'interprétation, il y aura d'ailleurs rien de particulier à signaler. On parlera ensuite des obligations des parties, les obligations du bailleur, les obligations du preneur. Puis il faudra rajouter à cela un point sur des situations de cession de bail, de sous-location et de transmission du bien loué. Et enfin, il faudra parler de la durée du contrat, puisqu'il s'agit d'un contrat à prestations successives, et de la manière dont le contrat prend fin. Tout d'abord, d'un point de vue de la définition, le contrat de bail se trouve dans le Code civil sous le titre louage de choses. Alors, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Et d'emblée, vous constaterez dans le Code civil qu'il y a une distinction qui est faite. Donc, bon, la définition est celle qui résulte de l'article 1709, mais à l'article 1708, il y a une distinction qui est faite entre le louage des choses et le louage d'ouvrage. Le louage d'ouvrage étant défini comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Et en réalité, on constate que le louage d'ouvrage est un contrat qui n'a rien à voir avec le louage de choses, même si les deux sont annoncés au même article dans le Code civil et qu'ils se suivent dans le Code civil, mais en réalité, il s'agit de contrats totalement différents, puisque ce qu'on entend par louage d'ouvrage se décline aujourd'hui en deux variantes. D'une part, le contrat d'entreprise, d'autre part, le contrat de travail. Le contrat d'entreprise dont nous parlerons plus tard, le contrat de travail dont on vous parlera dans le cadre d'un autre cours qui est manifestement évidemment le droit du travail. Mais donc, restons-en pour l'instant au louage de choses. Alors, en termes de terminologie, le louage de choses est un contrat qui peut s'appliquer aussi bien à des biens meubles qu'à des biens immeubles. De manière générale, lorsque on parle des biens immeubles, on parlera du contrat de bail. Donc, la notion de contrat de bail est une notion qui vise plutôt le louage d'immeubles. Il n'empêche que, puisqu'il n'y a pas vraiment de disposition particulière dans le Code civil qui concerne le louage de biens meubles, on va généralement appliquer les mêmes principes à la location de biens meubles, qui évidemment n'est pas interdite, mais qui est simplement pas envisagée expressément par le Code, puisque ça n'est pas, au sens des rédacteurs du Code, la situation la plus fréquente qui devait être réglée. Alors, d'un point de vue des caractéristiques, il s'agit de contrat de bail à loyer, donc et on est ici vraiment dans le régime de droit commun. Il s'agit d'un contrat à titre onéreux, il s'agit d'un contrat synallagmatique parfait, il s'agit d'un contrat non intuitu personae, d'un contrat qui est consensuel, donc entièrement et valablement formé par le seul échange de consentement des parties, et c'est également un contrat à prestations successives. Alors, d'emblée, si on prend la définition, on se rend compte qu'il y a deux éléments essentiels. D'une part, il y a l'obligation de payer le prix, d'autre part, il y a l'obligation de procurer la jouissance de la chose. Ce qui est très important, c'est que de par la définition de cet élément essentiel, donc je vous rappelle que si
un des deux éléments essentiels, ben, ça a une incidence sur la qualification, puisque s'il y a un des deux éléments essentiels qui manque, vous n'aurez pas de contrat de bail. J'y reviendrai dans un instant. Et le premier élément essentiel, procurer la jouissance de la chose, nous montre déjà tout d'abord que, en réalité, ce que fait le contrat de bail, c'est conférer un droit de créance. Mais en aucun cas, et c'est une différence évidemment par rapport à la vente, en aucun cas le contrat de bail ne va conférer un droit réel. Donc le preneur ne dispose pas d'un droit qui porterait nécessairement et directement sur la chose louée. Non, il dispose d'un droit de créance à l'encontre qu'il peut faire valoir auprès du bailleur. C'est évidemment une différence, c'est très important de prendre cela en compte, et cela entraîne des conséquences, puisque ça veut dire notamment que le bail qui porte sur une chose appartenant à autrui est valable, contrairement à la vente portant sur la chose appartenant à autrui, qui est nulle conformément à l'article 1599 du Code civil. Je vous renvoie aux considérations des podcasts précédents. Et ça veut dire aussi que, dans l'absolu, le bail sur sa propre chose est possible. Alors les cas dans lesquels on aura un bail sur sa propre chose sont relativement rares, mais pas impossibles. On pourrait imaginer l'hypothèse d'une sous-location dans laquelle le sous-locataire achète le bien et devient ainsi, en quelque sorte, le propriétaire euh, et en tant que propriétaire, il doit respecter le contrat de bail principal, de sorte que la sous-location reste évidemment aussi, et cela signifie qu'il aura finalement une location un bail sur sa propre chose. Donc ce sont des cas relativement rares, mais voilà, ça peut arriver. Alors, l'autre obligation, c'est l'obligation de payer le prix qu'on appellera généralement le loyer. Comme je viens de l'expliquer, les deux éléments essentiels font que le contrat sera qualifié de contrat de bail. S'il y a un des deux éléments qui manque, on devra généralement retomber sur une autre qualification. Alors cette autre qualification peut être celle de prêt à usage, par exemple parce qu'il n'y a pas de prix. Lorsque le contrat tend à procurer la jouissance de la chose gratuitement, alors on sera fort probablement dans le cadre d'un prêt à usage, puisque le prêt à usage est un contrat essentiellement à titre gratuit et correspondrait probablement le mieux à cette situation. Les difficultés des qualifications, on en rencontre également dans certains cas avec le contrat de dépôt. Des hésitations, en tout cas, comme il en a pu y en avoir par exemple avec les contrats de location de coffre-fort à la banque. S'agit-il plutôt d'un contrat de dépôt ou d'un contrat de location? De manière générale, je pense qu'aujourd'hui, la doctrine et la jurisprudence sont fixées dans le sens où il s'agit en réalité d'un contrat de location, puisque un des éléments essentiels pour le contrat de dépôt manque, à savoir la surveillance, euh, l'intention de garder la chose dans le chef de la banque, puisqu'elle ne garde pas le contenu, elle n'est généralement d'ailleurs pas au courant du contenu du coffre-fort, du coffre à la banque. On confond parfois aussi le contrat de bail avec des conventions d'occupation précaires qui sont fort proches, qui y ressemblent, mais qui sont néanmoins différentes. Et parfois, des difficultés de qualification peuvent également apparaître avec le leasing immobilier, qui lui se caractérise notamment par le fait qu'il intègre également qu'il s'agit d'un contrat de location-financement, donc d'un contrat de financement dans lequel il existe généralement une possibilité en fin de contrat d'acquérir le bien moyennant le paiement d'un prix qui sera calculé en fonction de critères relativement complexes. Mais donc voilà, je dirais, les contrats qui peuvent être assez proches du contrat de bail et pour lesquels il faut être attentif en termes de qualification. Je vous renvoie au support écrit pour les détails de ce que je viens d'expliquer. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a plusieurs régimes de baux dans notre droit. Et le premier, et c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui principalement, c'est le bail de droit commun, en réalité, ce qu'on appelle le bail à loyer, dont le contenu se trouve aux articles 1709 et suivants jusqu'à l'article 1762 bis du Code civil. Mais à côté de cela, depuis une loi du 20 février 1991, il y a
également un régime qui concerne, alors en 1991 on appelait ça des baux de résidence principale, donc une variété de baux d'habitation. Et cette loi a été insérée directement à la suite des dispositions, donc dans le Code civil, à la suite des dispositions relatives au bail de droit commun. Et donc, on a créé en fait une section 2. Donc, le bail de droit commun, c'était la section 1. Et on a rajouté une section 2 qui est en réalité le texte de la loi du 20 février 1991, qui a été inséré tel quel, donc avec sa propre numérotation, mais voilà, que vous n'allez donc pas trouver en dehors que vous n'allez pas trouver en dehors du code civil dans votre code. Et on a également rajouté la loi sur les baux commerciaux, alors qui est devenue la section 2 bis, donc qui est également insérée dans le Code civil, qui est une loi du 30 avril 1951 et qui vise aussi à mettre en place un régime particulier lorsqu'il s'agit de baux commerciaux. Alors pourquoi ces régimes particuliers? Oui, d'abord il y a encore le bail à ferme aussi, avant j'oublie, qui est la section 3 et qui a été insérée par une loi du 4 novembre 1969 relative aux baux à ferme. Donc ça veut dire qu'en réalité, on part déjà sur 4 régimes différents. Alors pourquoi y a-t-il ces régimes dérogatoires? Les baux de résidence principale constituent une sorte de protection du consommateur dans une logique dans laquelle il s'agit de protéger principalement le preneur dans une relation contractuelle dans laquelle il est censé être la partie faible. Et donc, c'est un peu comme dans les bons vieux westerns, il y a les bons et le mauvais c'est le propriétaire, puisque c'est lui qui est en position de force, et donc c'est une loi impérative qui vise à protéger les intérêts du preneur. Ensuite, le bail commercial, parce que lorsque vous avez un bail commercial, généralement, c'est un élément important de votre fonds de commerce. C'est aussi le point d'achalandage de la clientèle. C'est ce qui permet vraiment d'accrocher la clientèle. Les gens viennent acheter chez vous. On vise ici principalement les commerces de détail parce qu'ils savent aussi où vous êtes. Et donc la localisation, le lieu d'un magasin, d'un point de commerce de détail est généralement très important et en fait partie. Or, le fonds de commerce est un investissement très important pour le preneur voilà, qui investit quand même tous ses avoirs dans le développement de son activité commerciale. Et il ne faudrait donc pas que le bailleur puisse trop facilement, par exemple, mettre fin au contrat de bail commercial. Donc cela explique que des questions comme la fin du contrat de bail commercial, son renouvellement, sont réglementées dans le détail, de même que des questions comme par exemple la possibilité d'aménager, pour le preneur, d'aménager les lieux, de faire des travaux. C'est très important puisque généralement quand on a un magasin ou un restaurant ou euh, euh, un autre type de commerce, on veut quand même l'aménager pour qu'il corresponde exactement au concept qu'on a envie de mettre en avant. Et donc voilà, là aussi, il y a des règles particulières. Alors la loi du 30 avril 1951 comporte des dispositions impératives qui visent également, qui visent en réalité à protéger les deux parties. Il y a une bonne partie qui protège évidemment le preneur, mais il y a aussi certaines dispositions qui visent à protéger le bailleur. Et enfin, le bail à ferme, là, c'est de nouveau une protection impérative euh, qui vise surtout à protéger le preneur, puisque le preneur, de nouveau, investit tous ses avoirs dans le développement de son activité agricole. Il ne faudrait pas que l'on puisse trop facilement mettre fin au contrat de bail, parce que mettre fin au contrat de bail, c'est mettre fin à l'activité qui lui permet de subvenir à ses besoins finalement. C'est l'activité dont dépendent ses ressources principales, et donc c'est important que là aussi il y ait un certain nombre de garde-fous. Alors, jusque-là, les choses sont relativement simples. Néanmoins, il faudra constater que d'abord, donc, pour tout ce qui n'est pas prévu dans les régimes dérogatoires, on applique le droit commun. J'avais oublié de le mentionner. Donc, les baux d'habitation, enfin les baux de résidence principale
mais qui sont devenus les baux d'habitation, le bail commercial et le bail à faire, ce ne sont pas des régimes exhaustifs. C'est-à-dire que ce sont des lois qui vont intervenir sur un certain nombre de points qui sont jugés essentiels pour la protection de l'une ou l'autre des deux parties, mais qui ne vont pas réécrire tout le droit du bail. Et donc, il faudra combiner la lecture de ces législations particulières avec le droit commun pour tout ce qui n'est pas prévu par la loi particulière. Ça, c'est une approche qui est relativement logique, qui est relativement simple et que tout le monde peut, je pense, comprendre. Malheureusement, ces matières ont fait l'objet d'une régionalisation en janvier 2014 lors de la 6e réforme de l'État et et cela a donné lieu à une série de nouveaux textes, dont une ordonnance de la région, alors je parle maintenant tout d'abord des baux d'habitation, une ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 2017, qui est donc venue remplacer pour la région de Bruxelles-Capitale la loi du 20 février 1991, un décret de la région wallonne du 15 mars 2018 relatif aux baux d'habitation qui est également, pour ce qui concerne la région wallonne, venu remplacer la loi du 20 février 1991 et le droit commun. Donc là, c'est encore une approche un peu particulière, mais le droit commun uniquement pour les baux d'habitation. Donc en tant que le droit commun a vocation à s'appliquer aux baux d'habitation, il est venu remplacer les dispositions du droit commun. Alors, on a fait simplement un copier-coller du droit commun dans le décret de la région wallonne. C'est un peu absurde, c'est un peu ridicule, tout ce que vous voulez, mais voilà, en termes formels, ça complique les choses, la tâche du juriste, et il faudra en tenir compte. Et bien entendu aussi un décret de la région flamande, qui date du 9 novembre 2018 et qui concerne également les baux d'habitation. Alors, outre cela, des modifications ont été faites pour les baux commerciaux, pour lesquels il s'agissait principalement, donc modifications au niveau régional je parle, pour lesquels il s'agissait principalement d'introduire des possibilités de conclure des baux commerciaux à courte durée, ce qui permet notamment de faire face à des besoins nouveaux, comme par exemple celui des pop-up stores, que vous connaissez peut-être, des magasins qui apparaissent par-ci et là pour des courtes durées. Et des modifications sont annoncées pour le bail à ferme également. Donc voilà, ça fait beaucoup de modifications et je vous expliquerai plus tard comment nous allons gérer ça parce que pour les juristes, ça devient un tout petit peu le maquis législatif qui est assez difficile à gérer. Et donc il faut essayer de trouver une sorte de ligne claire dans tout cela. Alors, parlons maintenant de la formation, l'interprétation et la preuve du contrat de bail. Tout d'abord, en ce qui concerne la forme du contrat de bail, il y a un mot à dire. Alors, le contrat de bail, je l'ai dit, c'est un contrat consensuel, mais qui, du point de vue, je dirais, de la formation, ou plus précisément du point de vue de la forme lui-même, dans un certain nombre de cas, va faire l'objet de ce qu'on appelle un enregistrement. Alors l'enregistrement, c'est quoi? C'est une formalité fiscale qui est prévue par le Code du droit de l'enregistrement et qui dit ceci: les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeuble ou de partie d'immeuble situés en Belgique font l'objet d'un enregistrement. Et donc vous payez une petite somme d'argent. À noter que pour les baux d'habitation, cette formalité est devenue gratuite. L'enregistrement présente une importance de premier ordre pour nous parce que souvenez-vous que selon les dispositions en matière de preuve, l'enregistrement confère date certaine à un acte. Et donc c'est l'enregistrement qui va donner date certaine au contrat de bail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait essentiel. Ça n'est pas une condition de formation, puisqu'on reste dans un contrat consensuel. Le contrat est entièrement et valablement formé, même s'il n'a pas encore été enregistré, mais l'enregistrement va lui donner date certaine. Et d'ailleurs, dans certains cas, obligatoire, avec des sanctions assez importantes. On le verra notamment quand on parlera des baux d'habitation. Deuxième formalité, c'est la transcription dans le registre de la conservation des hypothèques, puisque pour certains types de baux, alors on vise principalement les baux d'une durée supérieure à 9 ans, ou les baux qui contiennent une quittance d'au moins 3 années de loyer, c'est-à-dire les baux pour lesquels 3 années de loyer ont déjà été payées.
Euh, Pourquoi est-ce que pour ces baux-là, la loi impose la transcription? Mais principalement parce que c'est une charge tellement lourde que on en est presque à une charge réelle, à un droit réel sur le bien. Alors c'est pas un droit réel évidemment, mais c'est quelque chose, c'est une charge tellement lourde qu'elle est anormale et que donc les tiers qui veulent acheter le bien doivent être au courant du fait que il y a une telle charge sur l'immeuble qu'ils vont acheter. Euh, Tant pour les baux qui excèdent une durée de 9 ans que pour les baux qui contiennent une quittance d'au moins 3 années de loyer. Alors attention, là, du point de vue de la sanction, puisque on a vu que concernant la transcription, la sanction du défaut de transcription, c'est l'inopposabilité de l'acte. Ici, c'est l'inopposabilité non pas de l'acte, mais de la durée de l'acte ou de la quittance, lorsqu'il s'agit de l'hypothèse d'un bail qui contient une quittance d'au moins 3 années de loyer. On constate également que pour les baux d'une durée supérieure à 9 ans, il y a parfois des restrictions en termes de capacité. C'est-à-dire que certaines catégories de personnes ne peuvent accomplir, ne peuvent consentir un bail pour une durée supérieure à 9 ans. Sur la question de savoir si cela signifie que la conclusion d'un bail d'une durée supérieure à 9 ans est un acte de disposition, sinon toujours un acte d'administration, je vous renvoie au support écrit puisque la question a été controversée. Rien d'autre à signaler du point de vue de la formation du contrat ici. Par contre, en termes de preuves, il y a un point qu'il faut aborder puisque ce qu'on peut constater, c'est que de manière générale, il y a de la part du législateur une certaine méfiance à l'égard du contrat de bail verbal. Lorsque c'est un contrat consensuel, donc le bail pourrait très bien être conclu verbalement. Mais néanmoins, le législateur montre une certaine méfiance à l'égard du bail verbal et cela se manifeste de deux manières différentes. Tout d'abord, à travers l'exigence d'un bail écrit pour certains types de baux, notamment pour les baux d'habitation. D'autre part, à travers une règle de preuve un peu particulière, qui est l'article 1715 du Code civil, et dont vous trouvez le texte ici. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoin, quelque modique qu'en soit le prix, et quoi qu'on allait qu'il y ait eu des arts donnés. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. La Cour de cassation a étendu cette règle pour les présomptions, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de preuve par présomption admise non plus, dans l'hypothèse, donc on se trouve dans une situation dans laquelle il y a un bail verbal, dont on n'a pas encore, que les parties n'ont pas encore commencé à exécuter, parce que si elles ont commencé à l'exécuter, il y a une sorte d'aveu extrajudiciaire de l'existence du bail. Et on est vraiment dans une situation, il y a un bail verbal, et il y a une des parties qui dit qu'il n'y a pas de contrat de bail. Dans ce cas-là, la règle va s'appliquer, donc la preuve ne peut pas être apportée de cette manière-là. Alors attention, on parle bien ici de la preuve de l'existence du bail et pas de la preuve des modalités du contrat de bail. Ça, c'est une autre question. Je ne vous en dirai pas plus à ce stade. Vous êtes toujours là, je ne vous ai pas perdu, vous n'êtes pas en train de vous endormir derrière votre écran. Sinon, voilà, il est temps de se réveiller et c'est reparti. Alors, en termes d'obligations des parties, droits et obligations des parties, alors si on prend tout d'abord les droits et obligations du bailleur, le bailleur est investi d'une obligation de délivrance, il a une obligation d'entretien et de réparation, et il a une obligation de garantie. Viennent s'ajouter à cela certains droits qui découlent de sa situation et qu'il faut également évoquer ici, et qui sont notamment le droit de visite, le droit d'effectuer des réparations urgentes et le privilège dont il dispose et dont on devra certainement parler. Alors il a tout d'abord une obligation de délivrance. L'obligation résulte de l'article 1720 alinéa 1er. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Quelles sont les sanctions de cette obligation? Ce sont les sanctions de droit commun. Vous allez voir que dans le contrat de bail, on va très souvent retomber sur les sanctions de droit commun.
Alors, les sanctions de droit commun, c'est quoi? C'est l'exécution forcée, c'est la résolution, en fonction de la gravité du manquement, bien entendu, avec éventuellement des dommages et intérêts. Et bien entendu aussi la possibilité d'invoquer l'exception d'inexécution, qu'il peut invoquer sans trop de difficulté lorsqu'il s'agit d'un manquement à l'obligation de délivrance, du moins lorsque le bailleur n'a rien délivré du tout. Dans ce cas-là, évidemment, on peut très bien imaginer que le preneur suspende le paiement du loyer, ne commence pas encore à payer le loyer, puisqu'il n'a pas encore accès au bien. Ensuite, il y a une obligation d'entretien et de réparation. Alors, cette obligation d'entretien et de réparation est donc une obligation double qui découle en réalité d'un des éléments essentiels et de cette obligation de procurer au preneur la jouissance du bien loué, qui est une obligation de faire dans le chef du bailleur. Et donc l'obligation est double puisqu'il s'agit d'une part de l'obligation d'entretien, qui résulte de l'article 1719, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. Deuxièmement, l'obligation de réparation, ce n'est pas du tout la même chose évidemment, puisque réparation, ça suppose qu'il y ait une dégradation. Alors il doit y faire, donc il c'est le bailleur, il doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives. Réparations locatives qui quant à elles incombent au preneur. Cette obligation résulte de l'article 1720 alinéa 2, mais donc on considère généralement qu'il s'agit de deux facettes d'une seule même obligation, à savoir de procurer au preneur la jouissance du bien loué. Sur les réparations nécessaires, sont exclus de l'obligation de réparation en conséquence, puisqu'il ne doit faire que les réparations nécessaires, donc le bailleur ne doit pas assurer les réparations somptuaires, ni les réparations qui sont dues à la faute du preneur, ni les reconstructions. L'obligation de réparation, ce n'est évidemment pas une obligation de reconstruire des parties d'immeubles, et il ne doit évidemment pas non plus assurer les réparations locatives. Pourquoi? Parce que les réparations locatives sont celles qui, d'une certaine manière, sont dues à la faute du preneur, ou en tout cas à l'usage par le preneur du bien. Si les enfants du preneur cassent une vitre en jouant au football, c'est évidemment le preneur qui doit assumer l'obligation de réparation. Sauf les réparations qui résultent de la force majeure ou la vétusté, qui sont quant à elles, même lorsqu'il s'agit de réparations locatives, qui sont à charge du bailleur. Par exemple, si une vitre est cassée suite à du vandalisme, mais dans ce cas-là, on va considérer qu'une vitre cassée, c'est normalement une réparation locative, mais si c'est suite à un acte de vandalisme et qu'on n'arrive pas à retrouver les tiers, c'est un cas de force majeure, et c'est le bailleur qui devra en assumer la réparation. Alors, ce qui est important par rapport à ces obligations, on a vu les sanctions, c'est les sanctions, non, on n'a pas encore vu, mais je vous l'explique maintenant. Les sanctions, c'est que ce sont des sanctions qui sont en réalité les sanctions de droit commun, de nouveau, donc l'exécution forcée ou la résolution en fonction de la gravité du manquement, avec éventuellement peut-être une possibilité d'invoquer l'exception d'inexécution, mais ici il faut être extrêmement prudent, je vous l'expliquerai plus tard, mais l'exception d'inexécution dans cette matière est assez problématique. Mais ce qui est important, c'est que si les sanctions sont tout à fait classiques, c'est que ce qui est un peu moins, c'est les conditions de mise en œuvre de sanctions. Et pourquoi? Parce que en réalité, c'est le preneur qui occupe le bien loué. Et donc le bailleur n'est pas dans une position dans laquelle il peut se rendre compte des éventuelles dégradations, des éventuelles fuites d'eau par exemple, des éventuels problèmes qui se présentent dans l'immeuble. Le seul qui peut vraiment s'en rendre compte, c'est le preneur. Et donc la mise en œuvre des sanctions suppose évidemment dans le chef du preneur une obligation tout à fait essentielle d'avertir le bailleur. Il doit avertir le bailleur lorsqu'il rencontre un problème. C'est une véritable obligation qu'il a, dont la négligence peut avoir un impact sur ses moyens d'action, sur la possibilité aussi éventuellement de demander dommages et intérêts, voire même sur la possibilité pour le bailleur de demander des dommages et intérêts, puisque si le preneur néglige
d'avertir le bailleur et que la situation se dégrade à cause de cela, qu'il y a une aggravation du dommage qui aurait pu être évitée si le bailleur avait été avisé en temps utile par le preneur devra supporter les conséquences de cette aggravation de dommages. Donc c'est tout à fait essentiel, c'est vraiment au cœur de la mise en œuvre de ces sanctions. Par ailleurs, la loi prévoit expressément aussi une possibilité, un droit pour le bailleur de faire certaines réparations, les réparations dites urgentes, c'est à l'article 1724 du Code civil, et si le bailleur est averti par le preneur, alors c'est évidemment un cas très particulier, le cas des réparations urgentes, mais si ce ne sont pas des réparations urgentes, mais ce sont des réparations à faire que le preneur souligne, voilà, il y a un problème, il y a une fuite d'eau quelque part, le bailleur doit évidemment, une fois qu'il est averti, pouvoir intervenir, et il a le droit de faire les réparations nécessaires dès que possible. Euh, Lorsque le bailleur est absent, il appartiendra au preneur de prendre les mesures qui s'imposent, d'éventuellement faire les réparations par un tiers, donc il y a également là des particularités. Si le bailleur est récalcitrant, il est averti, mais il refuse de faire les réparations, le preneur devra évidemment, le preneur pourra demander l'exécution forcée et pourra essayer d'obtenir une décision judiciaire à cet égard, voire même si les travaux sont vraiment urgents, il pourra les faire moyennant un certain nombre de précautions, par un tiers et faire remplacer donc le bailleur pour la réalisation de ces travaux. Et puis je l'évoquais il y a un instant, il y a aussi un droit légal pour le bailleur de faire les réparations urgentes, et donc ça veut dire pour le preneur de subir les réparations urgentes qui est prévu à l'article 1724 du Code civil. Ensuite, le bailleur a une obligation de garantie. Alors cette obligation de garantie recouvre en réalité trois aspects différents. C'est tout d'abord une garantie du fait personnel, et ce qui est visé ici, c'est évidemment la garantie d'éviction. C'est la garantie d'éviction du fait des tiers, et c'est également la garantie des vices cachés. Donc ici, les trois garanties sont en réalité présentées comme des aspects, des facettes, si vous voulez, toujours de des facettes différentes, de cette même obligation de procurer au preneur la jouissance paisible. Alors, du point de vue des sanctions, tout d'abord, lorsqu'on parle de la garantie d'éviction du fait personnel, ce sont les sanctions classiques, c'est l'exception d'une exécution avec toujours les mêmes précautions que j'évoquais déjà il y a un instant, l'exécution forcée ou la résolution judiciaire tout simplement. Lorsqu'il s'agit de la garantie, ah oui, et donc la garantie du fait personnel couvre aussi bien ici comme en matière de vente les troubles de fait que les troubles de droit. Lorsqu'il s'agit de la garantie du fait des tiers, article 1725, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. C'est de là que vient cette notion et cette distinction entre trouble de fait et trouble de droit, qu'on avait déjà vu en matière de vente en réalité. Ce qu'on a fait en droit de la vente, c'est qu'on s'est inspiré de ces dispositions en matière de contrat de bail. Ce qui veut dire qu'il faut évidemment s'entendre sur la notion de tiers et qu'il faut de nouveau bien être au clair sur ce qu'on entend par la notion de trouble de droit. Du point de vue des sanctions, c'est l'exception d'une exécution, de nouveau avec les mêmes particularités. Ne pas payer le loyer est rarement conseillé. Par contre, l'article 1726 du Code civil prévoit une possibilité, lorsque la garantie est consommée, d'avoir une diminution, d'accorder au preneur une diminution du loyer. Donc il peut continuer le contrat de bail, mais avec une diminution, moyennant une diminution du loyer, ou éventuellement la résolution du bail au tort du bailleur si le trouble est tout simplement trop important. Et en fin de compte, la garantie des vices cachés, qui est prévue à l'article 1721 du Code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée, qui en empêchent l'usage. Donc vous voyez que la notion de vice est finalement aussi tout à fait proche de celle qu'on a vue en matière de vente.
quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelques pertes pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. Alors, la particularité ici, c'est que les vices ne doivent pas exister au moment de la conclusion du contrat, puisque souvenez-vous, en matière de vente, on a vu que les vices cachés doivent exister, au moins en germe, au moment de la conclusion du contrat de vente. On avait dit que c'est une condition d'imputabilité qui implique, qui est la conséquence du fait que par la vente, il va y avoir un transfert de la charge des risques. Une fois que les risques sont transférés, si après il y a un vice qui naît, il fait partie des risques de l'acheteur. Ici, la situation est un peu différente précisément parce qu'on est dans un contrat à prestations successives. Et donc, vu qu'on est dans un contrat à prestations successives, il n'y a pas ce moment de transfert de la charge des risques. Et donc, le bailleur doit continuer à garantir le preneur de tous les vices cachés qui pourraient apparaître même et qui pourraient même naître en réalité après la conclusion du contrat. Du point de vue des sanctions, ce sont de nouveau des sanctions assez classiques, donc vous voyez que rien d'exceptionnel, les choses sont relativement faciles de ce point de vue-là. C'est l'exception d'inexécution, c'est l'exécution forcée, la résolution judiciaire, de nouveau avec les mêmes précisions que pour pouvoir obtenir la résolution judiciaire, il faut que le manquement soit suffisamment grave, et éventuellement la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts. Voilà pour la première partie de cette introduction théorique sur le contrat de bail. Il y aura donc un deuxième podcast qui poursuivra cette introduction sur le contrat de bail.